m'a dit Miami, j'ai fait je signe où là, allez c'est parti. Il avait cassé une chaise avec ses phalanges et il saignait des phalanges, je me souviens, c'était Steve. Je me suis dit c'est pas possible, je ne comprends rien. Le mec il disait sortez vos cliqueux, je me suis dit c'est quoi le cliqueux? Un étudiant aux US coûte en moyenne 20 000 $ à l'année. Toi, ta saison, elle te coûtait combien? Hello à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec Alex Bernard qui a créé US Athlete Services, je l'ai bien dit? That's right. C'est bon ça. Donc toi Alex, tu fais partir des jeunes aux États-Unis en université, notamment Julie qui est partie à l'époque. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va. T'étais combien quand t'es parti à l'époque? Du coup je suis partie, j'étais -4. Propre. Mathieu, Salut. ça roule mec? Très bien et toi? Ça va. Toi c'était quoi ton classement quand t'es parti avec Alex? Je suis parti à -2. Solide le gars. Maintenant il est chez HEC, vous allez découvrir, c'est pas mal. Et enfin, Tristan Méraud. Ça roule mec? Salut toi. Ça va. Je suis parti à -4,6. Propre. Salut, je m'appelle Alex Bernard. Comme vous, j'ai eu 18 ans un jour et je suis parti aux États-Unis à l'université de South Alabama en division 1. J'ai ensuite été assistant coach à l'université de Louisiana Monroe et j'ai créé ma boîte de placement universitaire il y a exactement 10 ans cette semaine, US Athlete Service, US Athlete Services si vous la voulez en anglais. J'ai envoyé à peu près 300 joueurs, un petit peu plus de 300 joueurs aujourd'hui, d'une trentaine de pays différents, beaucoup de Français mais aussi du monde entier. Et sachez une chose, c'est qu'aux États-Unis, si on atteint un niveau seconde série, il y a de la place pour vous, il y a beaucoup de niveaux, beaucoup de divisions, une place pour presque tout le monde, à condition d'être quand même pas trop mauvais au tennis et en études. Alors bonjour à tous, je m'appelle Tristan Méraud. Alors il y a 10 ans, je suis parti avec Alexandre Bernard et US Athlete Service à Oklahoma State. J'y ai passé 4 ans et j'ai obtenu une double licence, double major, une en marketing et une en management. Et j'ai également fait un master's à FIU, Florida International University. Et voilà, c'est un petit peu mon expérience. Salut, je m'appelle Julie Razafine Dranali, je suis partie il y a 6 ans avec Alexandre Bernard dans ma première université pour faire mon bachelor à Barry University à Miami. J'ai gradué avec un bachelor en International Business and Marketing et après ça j'ai fait mon master à Nova Southeastern University pour faire un master en Data Analyst. Salut, moi c'est Mathieu Perret, je suis parti avec Alex Bernard il y a 5 ans, US Athlete Services. Je suis d'abord parti à 0 au Mississippi et ensuite j'ai transféré au Texas à -2 et j'ai fini mon bachelor en finance là-bas. On va aller découvrir un peu votre parcours à travers des anecdotes, chacun votre tour. Vous êtes prêts? Vous nous racontez tout ça? Ouais, parfait. Allez, let's go, on y va. US Athlete Services. Voilà. US Athlete Services avec un S, messieurs, dames. Bon bah voilà, on se retrouve autour de cette table pour parcourir un peu vos destins plutôt sympas, puisque vous êtes tous partis aux États-Unis avec Alex. Et je crois qu'Alex, pour représenter un peu le contexte de chacun, tu as un petit mot d'intro sur chacune des personnes que tu as fait partir aux US. Ouais, carrément. Bah, le premier, il y a 10 ans, ça te rajeunit pas. C'est Tristan. T'es toujours aussi jeune, t'as pas un cheveu blanc, donc finalement c'est pas un problème. Ouais. J'ai commencé par toi pour l'ancienneté. J'aurais dû commencer par la femme qui est avec nous, Julie, qui est de Miami en fait. T'es de Miami. Voilà, Je pense qu'elle est de Miami. Elle a passé tellement de temps à Miami qu'en fait elle est plus tout à fait française. Voilà, qui a une super carrière aux US, qui a plein de choses à nous raconter. Et Matt, qui lui me prend vraiment pour un vieux. Il vous expliquera pourquoi tout à l'heure, on a une petite anecdote. Comme il y a beaucoup de choses à dire, on s'est dit qu'on allait jouer aux cartes, ou surtout qu'on allait tirer des cartes pour trouver quelques petites anecdotes.
et puis les laisser parler, nous raconter un peu leur expérience. Juste avant qu'ils racontent leur expérience, est-ce que toi déjà tu as un petit souvenir sur Tristan à l'époque quand tu l'as fait partir, comme c'était ton premier placement, déjà un petit souvenir sur chacun? Ouais, Tristan, je me rappelle très bien. C'était mon premier joueur. Discussion avec ton papa au restaurant du cours Suzanne Lenglen pendant les championnats de France junior. Comment expliquer à un jeune à Négat avec son père. Je sais pas si ça rajoute quelque chose, c'est toi qui le dis, mais en tout cas, comment expliquer que moi, 24 ans, qui démarre, je suis le bon agent, quoi. Donc vraiment content forcément que vous m'ayez fait confiance, et puis ça a forcément un peu lancé. Et puis après, pour Julie et Matt, ça faisait déjà plusieurs années que je faisais ça. Forcément une très bonne joueuse, un bon joueur aussi, donc ça aide, mais aussi, et c'est pas pour rien qu'ils sont là aujourd'hui, c'est des gens avec qui j'ai gardé une bonne relation, même si on se voit pas très souvent. C'est aussi ça qui est kiffant dans ce boulot, c'est d'envoyer des jeunes, des très jeunes aussi, qui sont d'une décennie différente de la mienne, même il y a 2 d'écart, tu te rends compte, 2000 et 89. En tout cas, une bonne amitié, et sympa de les avoir avec nous aujourd'hui. Donc là, Alex, on a des cartes qui correspondent à des anecdotes de chacune des personnes autour de la table. Comment ça marche? On en tire une au hasard et ça part? Ouais, on en tire une complètement au hasard. Ça n'a pas du tout été préparé de façon à alterner chaque joueur et joueuse à chaque fois. Donc ouais, pur hasard, on va voir ce que ça donne. Allez, première carte. Ah, mais ça se trouve, c'est pas Julie. Ça se trouve, c'est pas Julie. C'est On verra, c'est la surprise. J'étais classé 845e WTA avant de partir en université américaine. WTA. Je crois que c'est moi. Je crois que c'est moi. Et j'étais 845e WTA au maximum à 18 ans. Donc du coup, voilà, j'ai fait le process normal de m'entraîner super dur, 5 heures par jour, tout ça. Et puis ma dernière année, en fait, j'avais 19 ans parce que j'étais à la limite de plus pouvoir partir aux States. C'était ma dernière année, c'était très dur financièrement, je pouvais pas emmener mon coach en tournoi et puis je gagnais pas un match à la fin. Il y a un coach américain qui m'a contacté sur Facebook et du coup je me suis dit pourquoi pas les US quoi, pourquoi pas partir, et j'ai contacté Alex via Instagram je crois que c'était ça. Je recherchais un agent et je t'avais contacté et on a tout de suite cliqué et tu m'as pris en charge et on a trouvé une bonne unif. Yes. C'était pas trop mal. On a fait un premier épisode avec Alex qui nous expliquait qu'un étudiant aux US coûte en moyenne $20 000 à l'année sur les entraînements, les balles, le matos. Toi, ta saison, elle te coûtait combien quand tu étais sur le circuit? Et est-ce que tu peux nous dire combien de bourses tu as eu et où est-ce que tu es allé du coup? Ouais. Alors moi, en France, ma saison, elle me coûtait 30 000, avec tous les voyages, les entraînements, tout ça. Moi, dans ma fac, du coup, à Paris, l'année, c'était, pour juste l'école, c'était 45 000 $ l'année. Et après, il y avait tous les entraînements, ça, c'était inclus dans le package. Mais c'était 45 000 l'année. Ouais. Tu m'as dit que tu avais eu 100%? Et j'ai eu 100%, ouais. Je jouais 3 dans la line-up, et du coup, c'était fou, ouais. Monsieur le boss, Alexandre, deuxième carte? Deuxième carte, c'est parti. Alors, j'ai été classé numéro 4 du pays en NCAA 1, en division 1, avec mon équipe. Ça va être moi, ça. Alors, moi, j'ai été à Oklahoma State. Et en effet, je crois qu'en 2016, donc un an après que je sois arrivé, on a été classé numéro 4 du pays. On a vraiment eu une très belle année, on avait une jeune équipe, donc je suis arrivé en 2015, on était numéro 25 du pays je crois, et on est monté numéro 4, on n'avait perdu qu'un seul match face à TCU, je me rappelle, un match compliqué. Et on était à, je crois, 16 victoires, 1 défaite, donc ça a été un petit peu la plus belle année que j'ai eue aux États-Unis, mais sinon, les 4 années, on a toujours été top 20, donc Alex m'a envoyé à Oklahoma State parce qu'il m'avait dit que ça aurait été une fac qui allait être très bonne au niveau tennis, que le coach était bon et qu'il allait faire un super recrutement. On avait une super infrastructure. Donc, Quand t'es parti, t'étais un peu une petite star, non? T'étais à -4, c'est pas ça? Une petite star, je pense que j'étais parmi les meilleurs jeunes de mon âge, mais je me sentais pas star du tout. Et puis la preuve, j'estimais que le projet haut niveau, j'étais pas encore prêt à me lancer à 100%. Ouais. Et du coup, je me suis dit que les États-Unis, c'était la meilleure option pour moi. Donc star, oui et non. Par contre, une fois que je suis arrivé aux États-Unis, là je me sentais star. Là. Tu peux nous dire pourquoi justement?
La façon dont tu es traité, les matchs, y a du monde qui vient te voir alors que j'avais l'habitude de jouer en CNGT ou en tournoi français. Il y avait mon papa, le juge arbitre, et le papa de l'adversaire. Donc c'était complètement différent. Et puis là-bas, tu es chouchouté, tu es dans un petit cocon. Donc c'était le jour et la nuit, quoi. Alex, pression particulière d'avoir casé un EGAT pour démarrer comme ça, et c'est quand même un profil atypique pour un tout premier placement. Ouais, c'est un profil atypique. Dans un sens, c'est une chance aussi, parce que faut pas se leurrer, un joueur à négatif, il attire beaucoup de coachs, donc c'est pas non plus les placements les plus difficiles. En revanche, là où il y a effectivement plus de pression, c'est que tu peux pas te louper d'un point de vue tennistique, parce que tu sais que t'envoies un joueur qui a envie de jouer au tennis sérieusement, potentiellement, et d'ailleurs ça a été son cas, de se lancer sur le circuit après l'université. Donc du coup, l'importance pour moi là, c'était vraiment de trouver le bon coach qui était bon et qui allait bien recruter pour garder une équipe compétitive pendant 4 ans. Bon, ça a été réussi, mais c'est aussi grâce au coach là-bas qui a fait du bon boulot et tout. Donc, Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure en intro, c'est que là, en fait, autour de la table, je te charrie en disant stars, mais il y a quasiment que des stars d'un point de vue du classement. Des gens qui sont très bons. Tu dirais que c'est quoi le ratio de seconde série que tu as envoyé aux US en 10 ans versus le ratio de négatif qui est quand même le haut du panier, quoi. J'ai pas le pourcentage exact, mais je dirais que on est forcément à moins de négatifs que de positifs, que de seconde série un petit peu moins élevé. Peut-être 70% en dessous de zéro, et puis négatif 30%. Ouais. Autre carte, on enchaîne ? Allez. Autre carte, j'ai changé d'université avant de terminer mes 4 années de bachelor. De qui s'agit-il ? J'ai commencé, je suis parti donc juste après le bac. Dans la foulée du bac, je devais d'abord partir en D2 à Denver au mois d'août. Et finalement, il y a eu des petites complications et j'ai pu partir qu'en janvier, en 2019. Et donc, je suis d'abord parti au Mississippi, là où Alex m'a bien aidé pendant ces 4 mois où j'ai pas pu partir. Et finalement, j'ai fini par trouver Zubin, le coach qui m'a accueilli au Mississippi. Et après ces 2 ans, j'ai cherché justement une nouvelle équipe, un peu plus compétitive. Ayant pris un classement en France, je me suis dit que ça allait être l'occasion de pourquoi pas de transférer. Là j'ai changé et j'ai essayé de partir d'abord à South Alabama. Donc comme Alex, finalement j'ai pas réussi et je me suis orienté là vers du coup les Highlanders au Texas. Et là c'était vraiment la guerre pendant 2 ans, mais c'était un pur plaisir. Pourquoi la guerre ? C'était la guerre parce qu'en fait c'était vraiment un cadre où le coach nous mettait justement des entraînements très durs, très longs, où il jouait. On a un cadre où en fait on est censé jouer un certain nombre d'heures par semaine, mais lui, il nous faisait vraiment des gros entraînements. Il nous faisait beaucoup de matchs, une grosse prog. Et c'est vrai que la guerre, même l'équipe, il recrutait uniquement des profils de joueurs qui étaient guerriers, qui n'avaient pas forcément un talent énorme, mais qui vraiment étaient là pour s'arracher, pour aller chercher les matchs. En plus, la guerre, parce qu'en fait on était dans le sud du Texas. Donc on arrivait en août, il faisait 33 degrés, 80% d'humidité. Donc en fait on arrivait, au bout de 20 minutes, on était tous dégoulinants, quoi. Donc en fait c'était tout de suite. Alors l'hiver on avait quelques mois tranquilles, mais ouais, le cadre était posé, quoi. T'avais des entraînements à la fraîche à 5h du mat ou au contraire très tard, enfin des trucs un peu décalés comme ça, qu'on n'a pas forcément en France ? On a eu le droit à tout. On a le droit à tout, parce qu'en fait ça changeait, je pense qu'ils faisaient exprès pour justement nous habituer. On a eu des entraînements qui commençaient à 9h du mat, ça c'était la 2e année, mais la première année on avait des entraînements, c'était à 14h. C'était le pire, parce qu'en fait c'était vraiment l'heure, on finissait de manger, on avait le coup de barre du début d'après, mais il fallait sortir, il faisait extrêmement chaud. En fait je pense que c'était tout de suite pour nous mettre dans le bain, et puis après il s'est rendu compte qu'en effet c'était un peu difficile, et après il a changé les entraînements, il nous les a mis à 10h. Là, c'était un peu mieux parce que c'était un peu plus à la fraîche. Et donc, en fait, on a eu un peu de tout. Au Mississippi, on a eu quelques entraînements très tôt, à 6 ou 7 heures du matin. Et je passe les séances parfois de muscu qui, elles, étaient... c'est connu aux États-Unis. Parfois, on a des séances de muscu à 5 heures parce qu'en fait, le tennis, parfois, on passe après les autres sports. Donc, on se retrouve à faire des entraînements de muscu à 5 heures. Bon, parfois, après, on allait se recoucher, mais au moins, on avait fait notre entraînement, quoi. Nous, à Oklahoma State, chaque semaine, une fois par semaine, le mardi. Alors, je détestais le lundi soir parce que je savais que le mardi matin, il fallait se lever à 4h45, prendre mon petit vélo et aller à la gym. Et à 5h, tu devais déjà être chaud bouillant parce que le coach Nick, il plaisantait pas là-bas. Donc, voilà, il fallait avoir fait les movement prep et après, à 6h du matin, tu repartais dormir.
Toi, Julie, t'as un souvenir là-dessus ? Ouais, nous c'était la même chose. Je sais pas pourquoi, le tennis à chaque fois c'était 5h du mat, 5h30 et on était toutes mortes. Et après on allait se coucher et on repartait pour le tennis l'après-midi quoi. Moi, je l'avais à 5h20 le matin et j'avais cours à 8h, donc je dormais en cours finalement. Toi, Alex, t'as eu un peu pareil ? Ouais, je t'en parlais, je crois, dans le premier épisode qu'on a fait ensemble. J'ai eu surtout ma dernière année où on a eu un assistant coach sud-africain qui était très sympa mais très dur et qui effectivement nous faisait le veto. Pas trop pendant la saison quand même, mais en off-season, donc le fall, le semestre qui démarre fin août et qui termine début décembre. Là, c'était assez lourd. Et effectivement, j'ai fait des tours de terrain, de piste d'athlétisme très tôt le matin aussi. Ouais. Et alors, juste pour poser le contexte sur tous les deux, qu'on n'a pas eu par rapport à Julie, à combien de bourses vous étiez quand vous êtes partis ? En pourcentage, je vais avoir aucune idée. Je sais que ça a été évolutif, plus ou moins, pendant mes 4 ans, mais quand je suis arrivé, j'avais pas grand-chose à payer. Franchement, je pense qu'Alex m'avait décroché une très belle bourse. Je devais avoir peut-être un chèque de $400 en plus de tout payer. Pourquoi la nourriture ? Ouais, pour payer un peu le loyer, la nourriture. Mes parents m'envoyaient un peu d'argent, mais vraiment, je me débrouillais tout seul sur place. Voilà. Et ce qui est intéressant dans un cas comme Tristan, c'est qu'en fait, alors aujourd'hui, c'est encore plus courant, et notamment avec la possibilité dont on discutait lors du premier épisode pour les grosses universités de rémunérer carrément les joueurs et joueuses. Mais à l'époque, Tristan, t'étais mon premier joueur, mais tu t'as aussi fait partie de la première génération de joueurs et joueuses qui ont bénéficié dans les grosses universités de petits plans comme, je me souviens, la fois où j'étais venu te rendre visite sur ton campus et où tu m'avais emmené manger dans la cafétéria de l'équipe de football américain à l'intérieur du stade de foot US sur le campus. Et ça, c'est des choses qui permettaient forcément d'alléger le coût de l'année, le budget. Et donc, du coup, on se retrouve souvent avec des joueurs et joueuses à négatif qui ne sont pas forcément à 100% de bourse sur le papier, mais qui, de facto, n'ont plus rien à payer parce que si, par exemple, ils mangent gratuitement dans une cafette comme ça et qu'on part du principe que la nourriture représente 10% du coût de l'année, voilà, il ne te reste plus rien à payer si tu es à 90% de bourse. Et toi, Matt, la bourse, ça disait quoi ? Moi, comme Tristan, ça a été très, très évolutif. Quand je suis parti au Mississippi, tout de suite, Alex m'avait aidé aussi beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de joueurs dans l'équipe. J'avais eu, alors en pourcentage, c'était aux alentours de 50 à 60%, ce qui permettait, en tant que zéro en division 1, ce qui était plus qu'honorable parce qu'en fait, je payais aucun cours, ce qui représentait au moins entre 20 et 30 000 l'année. Et moi, j'avais juste les frais, du coup, comme disait Tristan, de nourriture et de loyer à couvrir. Et après, quand j'ai transféré au Texas, c'était à peu près pareil. Au début, j'avais un peu plus à payer parce que, encore une fois, il y avait beaucoup de joueurs. Il y avait des joueurs anciens. Et c'est ça aussi la bourse aux États-Unis, c'est que ça dépend vachement du timing et de qui est dans l'équipe. Et à moins d'avoir un rapport de force comme Tristan ou comme Julie qui avait des classements énormes, ça dépend de qui il y a. Donc après, au Texas, moi j'ai payé un petit peu les cours la première année et la deuxième. Là-bas, ils sont vraiment au mérite en fonction des résultats qu'on a sur les tournois. Moi, ils m'ont augmenté. Et comme Tristan, j'avais des chèques tous les mois qui m'aidaient et qui m'ont fait beaucoup, beaucoup de bien pour payer un peu le loyer, la nourriture, etc. Et voilà, je dirais à peu près aux alentours de 50%, 60%. On a fait un premier tour, chacun a eu sa première carte avant de passer à la deuxième. Est-ce qu'il faut avoir des parents blindés pour partir aux États-Unis ? Parce que le tennis reste un sport quand même élitiste. Les États-Unis, ça reste difficile d'accès, à moins que tu aies un très très bon classement. Qu'est-ce que tu répondrais à ça ? Clairement, le tennis, t'as raison, c'est pas un sport, c'est difficile de jouer au tennis quand on n'a pas beaucoup d'argent, de base. Après, en France, on est quand même, je pense, un pays où c'est assez démocratisé, il y a un peu plus d'accès, contrairement aux États-Unis, où c'est un sport vraiment très très élitiste aux États-Unis, beaucoup plus qu'ici. Maintenant, pour partir aux États-Unis, c'est sûr qu'il faut un petit peu d'argent. Il faut notamment pouvoir payer le billet d'avion de son enfant pour aller aux États-Unis. Il y a des frais de visa, des frais d'agent, il y a des choses, et puis c'est très difficile d'avoir une bourse à 100%. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'on peut se retrouver à payer assez rapidement grâce aux bourses, moins cher que ce qu'on payerait finalement dans une université en France, qui certes est gratuite, mais avec les frais de nourriture et de logement, si l'université n'est pas à côté de chez ses parents, on peut se retrouver à payer rapidement 10 000 € ou plus à l'année, même dans une fac publique en Europe. Et donc du coup, on peut se retrouver avec des deals similaires, voire des fois inférieurs, et pour des universités qui sont quand même, je pense qu'ils peuvent en parler, vraiment autre chose, quoi. Voilà. Second round, toujours dans un ordre complètement aléatoire. J'ai gagné le championnat national NCAA 2 avec mon équipe 3 années de suite.
Je crois que c'est moi. Three-peat, as they say. Ouais, three-peat. Back to back to back. Donc, comme je disais, j'étais à Barry University, donc c'était ma première univ pour faire mon bachelor à Miami, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu froid, là, non, je rigole. Quand je suis partie, c'était l'université numéro 1 de la division 2, que Alex s'est battu pour m'avoir, je m'en souviens. C'était pas facile, mais on l'a eu. Ouais. Et du coup, voilà, ça faisait partie. C'est vraiment des joueuses qui jouaient très très bien. Donc Si je me souviens bien, c'était ça ou l'Indiana. En termes de température, c'était pas pareil. Ouais, là, tu m'as dit Miami, j'ai fait je signe où là, allez, c'est parti, on y va là. J'étais en mode, allez, c'est parti. Non, le niveau était incroyable. Enfin, c'était juste de 1 à 6 en termes de line-up. C'était des filles qui jouaient très très bien, même des anciennes pros aussi. Donc du coup, là, on a gagné la première année, c'était incroyable. Mon premier semestre, j'arrive, on gagne les nationaux. La deuxième année, pareil. Enfin, je pense que c'est un feeling qui est incroyable de gagner avec son équipe. Ça a été vraiment top. Et voilà, 3 années de suite. C'est vraiment un big deal aux US, tu peux en parler, quoi. Je veux dire, de gagner la NCAA, c'est... Ouais, moi je m'en rendais pas compte. Ouais. Mon premier semestre, je m'en suis pas rendu compte, mais après quand j'en parlais avec des Américains, ah ouais, t'es National Championship, c'est incroyable, c'est vachement reconnu. Même si pour moi on était en division 2, bah non, ça joue quand même. T'as la ring, même en discutant avec d'autres joueurs, ah ouais, t'es National Championship. Non, c'est un big deal et après voilà, t'as la ring toute ta vie. C'est quoi la ring? Ouais. Les rings. Les bagues, ouais, les bagues. Et du coup, bah non, je les ai pas prises du coup. J'aurais pu faire un petit style, mais j'ai pas pris. Est-ce que tu peux nous partager tes premières images quand tu arrives à Miami, que tu débarques Les vraies? Bah les vraies premières images. Vraies images. Évidemment qu'on veut les vraies. Les vraies images, j'ai failli pleurer. Parce que j'arrive, il est 23h. Donc il fait noir, et j'arrive, c'était les premiers dorms, enfin les premiers hébergements. Ouais. Quand t'es freshman, bah t'as pas les derniers cris. Et donc il faisait super noir, j'arrive, j'étais toute seule dans la chambre, le truc hyper froid, j'appelle ma mère, je fais là, je suis où, je sais pas. En plus c'était un peu dans un, tu sais c'est les campus, il y a rien autour quoi. Ouais. Et j'étais toute seule, je suis partie, je connaissais personne moi à Miami. À Barry University. Dans la première nuit, je me suis dit c'est pas possible, je peux pas. Je disais à la mère, je veux partir en D1, je sais pas, là, c'est pas mon truc là. Mais c'est bien que tu nous partages ça parce que sur le papier, les US c'est que du kiff, c'est que du bling, de la paillette et tout, et donc c'est aussi bien de pouvoir se projeter mentalement que c'est pas toujours facile. Et au contraire, le moment où tu t'es dit finalement Miami c'est ça, et là je me régale. C'était quoi justement les images à ce moment-là? Ouais, c'est donc t'arrives et puis au bout d'une semaine en fait tu découvres vraiment. En fait moi ça a été l'ambiance. Ouais. Ça a été l'ambiance d'être dans une team. T'es avec des athlètes, donc que ça soit foot, basket. Barry c'est une petite université, donc en fait moi j'ai adoré parce qu'on était un peu une petite famille en fait tous ensemble. Je sais pas, peut-être 15 000, je vais dire une connerie. Mais c'était une petite univ, donc par exemple par rapport à une D1. Nous, on pouvait marcher partout. On n'avait pas besoin de prendre un vélo ou un bus ou quoi que ce soit. Donc, on marchait pour aller en cours, on marchait pour aller à la CAF. Et non, il y a vraiment cet esprit de famille. On traînait tous ensemble le soir. Et en fait, c'est ça qui te... Ouais, c'est l'ambiance en fait qui te fait rester. Et puis après, les compètes, quand ça commence, c'est incroyable aussi, quoi. Alors merci, et j'ai envie de partir sur un petit tour de table de le moment où on a tous eu envie de chialer aux yeux. Mais tu vois la difficulté quoi. Monsieur Méro. Alors moi je crois que ça a été... Alors quand je suis arrivé aux États-Unis, moi j'ai adoré les grosses voitures, t'arrives au restaurant, les gros sodas, je me suis dit ça c'est parfait. Le moment où j'ai failli pleurer, je pense que je suis arrivé en cours et American History, j'arrive... Déjà, je mets 20 minutes à trouver la classe, je demande, je parlais pas bien anglais quand je suis arrivé, je suis parti avec un score TOEFL de 60. Je crois qu'on a dû faire des emails pour s'en sortir. Le coach, il a fait tout le athletic department pour me faire rentrer. Je ne comprenais rien en anglais et je suis arrivé en cours American History et pendant 20 minutes, j'étais assis là et je me suis dit c'est pas possible. Je ne comprends rien. Le mec, il disait « Sortez vos clickers ». Je me suis dit « C'est quoi le clicker ?» Ils avaient tous la petite calculatrice. Là, je me suis dit « Oh là là, je vais pas pouvoir ». Je suis sorti du cours. J'ai appelé mes parents. J'ai dit « Je vais pas pouvoir ». Et j'ai été voir mon advisor.
Et je lui ai dit, écoute, trouve-moi des classes de maths, des trucs où il n'y a pas besoin de parler. Parce qu'ici, il interrogeait les élèves, il devait prendre la parole, on devait se présenter. J'étais vraiment pas prêt à parler anglais, du coup... Là, la marche de la classe jusqu'au advisor, je me suis dit, c'est bon, c'est soit je pars et je rentre chez moi, soit il faut qu'il me change de classe. Et le moment où tu t'es senti vraiment commencer à kiffer, pas sur le toit du monde, mais pas loin, quoi, tu vois. Ça a été, le premier semestre a été difficile avec la langue. Comme je t'ai dit, je suis arrivé aux États-Unis, je parlais vraiment pas bien l'anglais. Et voilà, après un semestre aux États-Unis, voilà, je suis revenu en France, j'ai passé tout l'été, j'ai été faire des tournois. Et quand je suis revenu en août, c'est là où j'ai vraiment senti que quand je revenais, purée, je comprends ce qu'il a dit là, ou je peux dire ça, ou je me suis même pris la tête avec un de mes coéquipiers en anglais, je me suis dit, ah là c'est bon. Là, je suis installé aux États-Unis et c'est parti. Matt, du coup, le moment où t'as failli chialer et partir et tout plaquer. Moi, le moment, ce serait pas au Mississippi parce que ça s'est plutôt bien passé. Alors, pour rebondir sur ce que disait Tristan, moi aussi, je suis arrivé dans un cours de business law, je me souviens, la première année. Et en fait, c'est des cours très académiques où on arrive, on s'assoit, on écoute le professeur. Je me suis dit, mais en fait, je comprends pas, c'est pas possible. Et toutes les semaines, j'y retournais, je me disais, ok, là, j'ai compris 10%, 20%, 30%. Et au final, comme disait Tristan, au bout d'un semestre, on se met dedans et puis ça finit par passer. Le moment où vraiment je me suis dit, là, c'est très dur, c'est quand j'ai transféré et que je suis arrivé. En fait, au final, on se fait une certaine zone de confort dans son université, on retourne toujours dans la même quand on revient en août. Et là, le transfert, je suis arrivé, j'ai dû me chercher un appart parce que je suis arrivé un peu plus tôt, justement, il fallait que je me trouve un appart. Là, c'était difficile. Pendant une semaine, j'ai dormi du coup chez des potes, je dormais dans le couloir. Et là, vraiment, je me suis dit, ok. En plus, je me battais un peu avec ma bourse, avec mon appart. Finalement, j'ai fini par en trouver un. Mais c'est vrai que pendant 1 ou 2 semaines, je me suis dit, mais pourquoi j'ai transféré ? J'ai envie de rentrer chez moi et de revenir dans l'ancienne. Et finalement, j'ai fini par trouver un appart, etc. Mais bon, il fallait tout gérer. En plus de ça, le campus était plus loin. Il a fallu que je me trouve une voiture, etc. Donc là, c'est vraiment... Le début du transfert, ça a été le moment difficile, je dirais, des 4 années. Et le moment où tu as commencé à kiffer ? Le moment où j'ai commencé à kiffer, c'est tout de suite après. Alors, au Mississippi, tout de suite, quand je suis arrivé, je me suis dit, c'est dingue. Les entraînements, le cadre, juste on arrive, il fait beau tout le temps. Je me suis dit, je suis à Indian Wells. C'est dingue. Les cours sont comme ça, tout est plat aux États-Unis. Les bâtiments sont carrés, etc. C'est très spécial, mais je me suis dit, c'est Indian Wells. Toute l'année, il fait beau. Parfois on se prend des bonnes tempêtes, mais au moins c'est franc, c'est pas un crachin comme ici, quoi. Donc voilà, pendant quelques jours on va pas jouer, mais voilà. Et le reste du temps il fait beau. Moi je me souviens en décembre être revenu un mois en France et chialer avant de partir en mode putain je veux pas y retourner. C'était la fin du premier semestre et en fait quand tu fais ce petit déclic où tu y retournes, tu parles mieux anglais, tu comprends mieux tout le monde. Tu t'intègres mieux, tu joues mieux. Après, t'es sur une rampe de lancement, mais il y a eu ce petit grain de sable qui a été dur à passer. Toi, t'avais eu un petit moment de frottement au départ ou pas ? Une crise de larmes ? Non, j'ai pas. Si, j'ai quitté ma maman qui était toute seule sans moi en France, donc forcément j'ai lâché une larme. Mais non, mais réellement ça allait parce que je trouve quand même que ce qui est sympa en tant qu'athlète, c'est que tout de suite tu as un lien social avec ton équipe. T'es pas forcément best friend avec tous les joueurs ou toutes les joueuses de ton équipe, mais tu as des potes. Moi j'avais un copain dont je t'ai parlé lors du premier épisode, Romain Beaukert, qui était déjà dans l'équipe. Mon head coach était québécois, il parlait français, donc je pense que mon intégration a été un peu plus facile de ce fait-là. Mais le moment où j'ai cru pleurer, c'est quand je suis rentré dans la cafette la première semaine, quoi. Hein, et bon, faut savoir que en tant que végétarien, d'arriver dans l'Alabama, dans une cafette en janvier 2010, avec des burgers, des frites et des pizzas dégoulinantes avec du pepperoni dessus, j'étais pas très content. Après, la chance que j'ai eue, c'est qu'il y avait une nouvelle cafette en construction qui a ouverte le semestre d'après. Et là, j'avais un bar à salade et j'étais heureux. Énorme. On continue le deuxième tour des cartes, monsieur Alex. Alors, j'ai gagné un futur 15 000 $ après 2 ans en université américaine. C'est bon. Alors, c'était après la 3e année, pas après la 2e année. C'était après ma junior year. Et c'est marrant parce que cette année, ça a été la meilleure et la plus compliquée de ma jeune carrière aux États-Unis.
J'ai commencé l'année donc j'étais à Oklahoma State, une équipe où les 1 à 8, ça jouait vraiment très bien. Et j'avais pas fait un bon fall et du coup, j'arrive en janvier. On joue un premier match un peu bidon, on gagne. Et puis on jouait Wake Forest, numéro 1 du pays. Et ils donnent la feuille de match et je suis pas dedans. Et là, je comprends pas parce que l'année d'avant, je jouais 3-4. Donc, j'ai pas très bien joué, mais je me suis dit quand même, j'aurais la confiance du coach. Et en fait, de janvier à mars, j'ai pas joué. J'étais 7 et 8. J'ai vécu vraiment un enfer pendant ces 2 mois et demi. Et en fait, je me suis dit, OK, j'ai les infrastructures, j'ai les coachs, j'ai les partenaires d'entraînement. Et je vais prendre la tête de mon coach tous les jours pour qu'il vienne jouer avec moi. Et je vais force my way into the line-up. Et je vais forcer mon chemin dans la feuille de match. Oh la vache. Et du coup, je me suis entraîné mais comme un malade, mais au point que mes coéquipiers me disent, mais Tristan, calme-toi, quoi. Tu vas te blesser. À l'époque, j'avais une copine, elle me disait, mais tu t'es fou, quoi, t'es fou. Et en fait, je me suis tellement entraîné, j'ai tellement bien joué, j'avais tellement la rage que j'ai fini par rentrer dans le line-up et j'ai fini l'année 4. Donc quand tu passes de 8 à 4, c'est quand même une belle évolution. Et en fait, j'ai clinch d'énormes matchs contre Baylor, numéro 4 du pays, Texas. Clinch et gagné le dernier match de la rencontre, en fait. Donc il y avait 3 partout et j'ai gagné le dernier simple. Donc c'est généralement là où tout le monde court et vous faites la fête, voilà. Et en fait, je suis revenu en France, sur la terre où je suis un petit peu plus à l'aise. Et voilà, j'ai été gagner mon futur en partant des qualifs, jusqu'à la fin. J'ai mal démarré dans un sens où j'ai vécu un enfer, je jouais pas les matchs, je me suis entraîné comme un malade et j'ai fini par faire la meilleure saison de ma vie quasiment. Voilà. Belle morale, voilà. Beau battant le gars. Et qu'est-ce qui a fait que donc t'es monté 800 et quelques, qu'est-ce qui a fait que tu t'es pas envoyé 10 futurs, 3 tchals et que t'es en 2e semaine de Roland actuellement là? Il y a eu plusieurs facteurs. Le premier, je pense que ça va être que le tennis, c'est quand même un sport qui est dur. Hein. Donc les joueurs sont bons. J'ai pas forcément très bien joué quand je suis sorti des États-Unis. Une raison qui n'a pas aidé à ça, c'est aussi le fait que j'ai eu une hernie discale 3 mois après que je sois sorti des États-Unis. Ça m'a éloigné des terrains pendant 6 à 8 mois. Et 6 mois après, il y a eu le Covid. Donc franchement, tout est arrivé back-to-back. Et j'ai commencé à travailler et j'ai pas réussi à retourner j'ai investi de l'argent, je suis à sec et du coup j'ai commencé à coacher direct. Okay. Voilà. Next one. J'avais vu mer depuis la chambre de mon appart sur mon campus. Oui, c'est ce que je disais à Alex, c'est qu'en fait, arrivé à Corpus Christi, déjà que quand au Mississippi, en fait, c'était un beau cadre, etc. Et puis on m'avait vendu Corpus Christi comme un campus au bord de la mer, etc. Je me suis dit, ok, bon, c'était déjà un très beau cadre ce que j'avais avant. Et en fait, quand je suis arrivé, en effet, les apparts qui étaient justement à côté du campus, c'était vraiment vue mer. C'est-à-dire que je sortais, j'ouvrais ma porte. C'était vue mer. Alors, c'était une baie, c'était magnifique. Et le matin, on avait le lever de soleil. Du coup, si on se levait assez tôt et qu'on avait la chance d'aller à la muscu, on pouvait... Au moins, ça donnait un truc un peu sympa pour se lever. Et puis en effet, on avait une vue mer. Donc, le cadre extraordinaire. En fait, on habitait dans une sorte de bay resort. Donc, en fait, c'est des appartements où il y a piscine, il y avait jacuzzi, bain froid, salle de muscu, etc. Juste... à côté des apparts, vraiment dans le complexe. Donc vraiment, c'était un cadre pour nous. En arrivant là-bas, je me suis dit, mais c'est les vacances, c'est pas possible. C'est les vacances toute l'année, quoi. Le campus, c'est une presqu'île. Hein. Et le campus, c'est une presqu'île, sauf que nous, on n'habitait pas sur le campus. C'était principalement les premières années. Et nous, on avait, je dirais, en vrai, la chance, finalement, d'habiter juste en dehors, parce qu'on était encore plus proche, justement, de la mer, etc. On était même plus proche des cours, parce que les cours n'étaient pas sur le campus non plus. Donc c'était un cadre, partant à Corpus pendant 2 ans, c'était un cadre vacances, quoi. C'était excellent. Next one. Allez. Mon master a été entièrement payé par mon université grâce à ma 5th year. What's the 5th year? What's the 5th year?
Passe de fifth year, comme tout le monde le sait, il y a eu le Covid, quoi. C'était ma 3e année. On a eu notre saison qui a été annulée. C'est-à-dire qu'on a fait les indoors et après les indoors, les national indoors. Donc notre saison a été annulée. Donc on est tous rentrés en mars, vite France, tout ça. L'année d'après, ils ont créé le Red Shirt. Je crois que c'était ça. Red Shirt. Donc Ouais, Covid year. Covid year, ouais. Ils ont rajouté une année, quoi. Voilà, donc ils ont rajouté en fait une année pour tous les athlètes qui ont eu la saison qui a été annulée. Et donc moi j'ai pu finir mon bachelor et ça m'a permis en fait de faire mon master aux États-Unis, ce que j'avais pas du tout prévu de faire. Et ça m'a permis de jouer 2 saisons de plus parce que j'ai essayé en fait de finir mon bachelor au plus vite. Parce que j'avais déjà 20 ans quand je suis partie et du coup je me suis dit je vais essayer d'aller vite quand même et du coup j'ai fait deux années de plus en juin, donc non ça a été dur mais ça a été une belle surprise parce que ça permet de faire un master gratuit. Ça coûte combien normalement ? Et alors en master ça coûtait plus cher, c'était 50 000 et quelques. Ouais, parce que c'était une plus grosse univ. Donc en termes, non, c'était n'importe quoi. Bout de karma, le cadeau à 100 000. Qui fait plaisir. Ouais, merci Covid, mais c'est ça en plus. Merci Covid. Allez, next one. Alors, j'ai été assistant coach d'une université qui m'a du coup payé mon master à 100%. Monsieur Méro. Donc après avoir été joueur, donc je suis revenu sur le circuit. J'ai essayé, ça n'a pas trop marché. Et du coup, en mars 2021, je me suis dit que j'aimerais bien coacher aux États-Unis. Et c'est vrai que l'option Masters, donc en tant qu'étudiant, c'était plus facile avec le visa. Et puis c'est quelque chose que j'avais envie de faire, que mes parents voulaient que j'aie aussi. Donc j'ai été faire mon Masters à Florida International University à Miami. Tout a été payé et en plus d'être payé, j'étais payé parce que je coachais l'équipe. C'était top. Pendant les 2 années, j'étais hors campus et la 2e année, je me suis rapproché un petit peu de l'université et franchement, tout s'est très bien passé. Avant la prochaine carte et anecdote, quelle relation vous aviez avec votre coach ? Alors moi, c'est un peu compliqué parce que du coup, j'étais en D2. Donc ma première univ, c'était Barry University. Donc on était numéro 1 du pays. Et donc c'est un super mec, franchement super manager, top. Donc voilà. Mais le seul truc, c'est que pour mon master, je suis partie dans l'équipe rivale. Ouais. Et donc qui était numéro 2 du pays. Et donc en fait, moi je voulais gagner les nationaux, même contre Barry. Et ouais, il y a eu des moments, c'était un peu tendu, je le voyais de l'autre côté, on n'était pas tip top quoi. Après, mon coach de Nova, je l'adore. Et ils ont gagné les nationaux contre Barry cette année. Tu gardes contact ? Ouais, je l'ai félicité pour leur victoire. Et donc ils ont gagné contre Barry, voilà. Donc, avant que Tristan tu nous répondes, toi Mathieu, tu étais avec un de mes teammates, un coéquipier, Aurélien Tavé, avec qui du coup j'ai fait 1 an et demi, qui était mon meilleur pote. Et ce gars est devenu ton entraîneur, enfin ton coach, et tu m'as même dit que c'était ton mentor. Incroyable, tu peux nous raconter ? Justement, je ne savais pas juste avant que tu me le dises, mais oui, Aurélien, quand j'ai transféré, et d'abord la personne qui m'a appelé tout de suite quand Alex m'a aidé à transférer de Mississippi vers justement Corpus Christi, tout de suite Alex m'a dit « Ok, il y a Aurélien qui va t'appeler, etc. » Moi, je ne le connaissais pas. Et en fait, c'est un coach avec qui on faisait tout, quoi, parce qu'il était là toujours... C'était un bourreau de travail, ce mec, c'était dingue. Il courait avec nous, il jouait avec nous. Et puis c'est même lui d'ailleurs qui m'a dit « Viens, Mathieu, là je fais un semi-marathon, est-ce que tu viendrais pas avec moi ?» Et puis en fait, il nous a proposé à des gens de l'équipe. Et finalement, c'est grâce à lui que je me suis mis à aimer un peu la course à pied. Mais oui, c'était pour moi un mentor, parce que quand il y avait des problèmes, à chaque fois on l'appelait et il était tout le temps là. Donc c'est super cool de voir que c'était un de tes teammates et que tu t'entendais bien avec lui. Alors moi, je me suis bien entendu avec mon coach. Évidemment, l'année où il me met sur le banc, c'était pas mon meilleur ami. Mais je lui ai toujours dit que c'était peut-être un cadeau qu'il m'avait fait et que sans ça, j'aurais peut-être pas eu l'électrochoc dont j'avais besoin pour m'entraîner encore plus dur. C'était un bien pour un mal, mais je pense que vraiment le X-factor... Non mais voilà, on garde ça.
Et en fait, le X-Factor, pour moi, ça a été vraiment l'assistant coach, Marek Michalika. Il avait joué aux États-Unis, il était allé sur le circuit, il a été 150 ATP. Et c'est vraiment celui qui m'a pris en charge quand j'avais décidé de m'entraîner dur, qui m'a cadré dans mon jeu, qui m'a apporté une vision dont je n'avais une façon de jouer que j'avais pas vraiment intégrée. Et je pense que ça a été lui, le X-Factor. Et lui, j'ai toujours contact avec lui, et d'ailleurs avec Jay aussi. Je l'aide à recruter parfois des joueurs français. Et puis lui, quand il a des contacts, si je veux changer de position un jour, il m'aide. Toi, Alex, un souvenir de ton coach de l'époque ? Ouais, moi j'ai beaucoup apprécié mon coach, Nick Brochu, dont je parlais tout à l'heure, québécois. J'ai eu un petit peu de difficulté à le comprendre quand il était sur la chaise à me coacher le premier semestre. C'était très drôle parce que c'était pas, il utilisait des mots. On le chambrait. On avait tendance à lui dire, avec un moment on était 3 Français dans l'équipe, à lui dire que grâce à nous il avait progressé en français. Bon, c'est peut-être un petit peu hautain de dire ça, mais c'est vrai qu'il utilisait des mots qui étaient un peu compliqués, un accent un peu fort et du coup un peu de mal à comprendre au début. Mais super gars, et surtout ce que j'en retiens, c'est que humainement, et je pense que c'est hyper important, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve que c'est au-delà d'avoir aussi bien sûr un bon coach de tennis, c'est bien d'avoir un gars ou une femme sympa et qui comprennent un peu pourquoi on est là aussi, même si on a tous des objectifs différents, ils peuvent être plutôt académiques ou tennistiques, on est aussi là avant tout pour vivre une expérience assez incroyable, on est de l'autre côté de l'Atlantique, on est loin de notre famille, et moi je sais que quand on se retrouvait, je te le disais dans le premier épisode, dans une ville, une grosse ville avec un match de NBA ou d'un sport pro, le week-end du match, il nous amenait voir le match, quoi. Alors qu'il y a certains coachs qui font pas ça, je sais. Donc par rapport à ça, on a vécu des trucs vraiment sympas parce qu'il était, au-delà d'être un bon coach, il était vraiment un mec très sympa. Ouais, c'est hyper important. Je pense que quand on part dans une univ américaine, d'avoir un bon feeling avec le head coach. Parce qu'avant de partir en Amérique, on a souvent l'interview. Et je pense que ça joue énormément. Moi, j'avais eu un super feeling avec Avi, du coup, le head coach de Barry, qui m'avait... D'ailleurs, c'était marrant, ça. Il m'avait dit, voilà, t'inquiète pas, on va s'occuper de tout. Et il m'a dit, puis, t'es à Miami, voilà, tu vas pouvoir un peu faire la fête, quoi. J'étais là, ok, c'est parti, je signe, quoi. C'est beau. Ouais. Non, il avait les bons mots, quoi. J'aurais dû faire une interview avec Coach Chase, quoi. J'ai tout loupé, quoi. On enchaîne ? Mes études aux US m'ont permis de rentrer en master à HEC. Du coup, oui, pour changer du master aux États-Unis, les 2 autres, Tristan et Julie. En fait, oui, aux États-Unis, le bachelor compte justement comme un bachelor, et en France, ça permet d'accéder aux admissions parallèles, ce qui fait que en passant un concours en plus qui est le Taj Mahal ou le GMAT, auquel en fait comprend des tests d'anglais et de maths qui pour nous, ayant passé 4 ans aux États-Unis en anglais, on est plutôt rodés. Ça nous facilite vachement la tâche quant à l'accès des grandes écoles de commerce notamment, comme HEC, l'ESSEC, Audencia, etc., qui sont normalement très difficilement accessibles par voie française parce qu'il faut faire prépa. Qui est une voie hyper élitiste. Pendant 2 ans, il faut travailler énormément. Et en fait, les 2 avantages des États-Unis, c'est que, on parle bien en anglais. Donc pour les concours, pour les entretiens, en fait, on est vachement avantagé par rapport aux autres étrangers. Deuxièmement, les écoles adorent les États-Unis, donc en fait, nous, on a une bonne impression. Et donc en fait, ça m'a permis de rentrer dans une école qui aurait été beaucoup plus difficile d'accès, je pense, sans avoir été aux États-Unis, quelle que soit la fac. Là, tu es à HEC, plutôt propre, plutôt brillant, le gars. Vous étiez quel team sur les études ? Parce que la moyenne aux États-Unis, c'est sur 4, le GPA, comme ils l'appellent. Est-ce que vous étiez plutôt team 3.9/4 ou 3.2 éligibilité remise en cause ? Remise en question. Non, moi j'étais au taquet. Je voulais avoir au max pour avoir après les prix en fait avec l'université. C'est-à-dire que si tu avais un très bon GPA, à la fin de l'année, ils remettaient des prix pour les meilleurs student athlètes. Et du coup, non, moi j'étais au taquet. Puis surtout, je voulais rester aux États-Unis. Ouais. Donc je voulais avoir un max de GPA, quoi. Donc tu bossais grave en fait. Ouais, je bossais grave. J'étais à ma dernière année, donc en bachelor, j'étais à 3.7
Et en master, 3,9. J'étais là, quoi. Propre. En fait, je viens de me rendre compte de quelque chose, parce que Julie, on a parlé tout à l'heure, elle a gagné 3 fois le championnat national. Elle a aussi été 3 fois All-American. All-American, c'est quand tu termines en gros top 10 de ta division, du pays, okay, en individuel, en classement individuel. Mais en fait, on vient d'apprendre qu'elle s'est battue aussi pour avoir tous les awards, tous les prix possibles académiques. Donc en fait, la chambre chez toi, c'est quoi? C'est une bibliothèque à trophées scolaire et tennistique? Incroyable. C'est vraiment dommage que j'ai pas pensé à lui demander d'amener tous ces trophées. On aurait pu faire... Ça aurait été vraiment sympa. On aurait eu un beau... on verrait plus les terres du TCP, quoi. Moi, j'aurais été me cacher, moi. J'ai ni gagné de conférences, ni gagné de prix académiques. J'ai été moyen partout, quoi. Merde. Non, en fait, j'étais pas nul ou j'étais pas très bon. J'étais à 3,5. Mais c'est surtout que j'avais très mal commencé, en fait. Je parlais pas l'anglais, donc premier semestre, j'ai dû avoir B, B, C, D. Et j'ai dû pousser pour avoir mes D. J'ai jamais eu de F, j'ai jamais fail une classe, mais j'ai été bien aidé pour ne pas fail, donc ça je tenais à le dire. Mais voilà, j'ai pris en maturité, on va dire, pour le Masters, et le Master, je faisais un peu plus d'efforts, et voilà, j'ai presque eu un 4.0 hein, à 1 B près. Voilà. Et moi aussi, j'étais plutôt dans la team average, on va dire 3.6, 3.7. Le but, c'était de garder quand même des bonnes notes. Mais après, ce qui est très bien aux États-Unis, c'est que vraiment, on est poussé pour avoir justement, comme disait Julie et Alex, des awards et des récompenses en fin d'année pour avoir des bonnes notes. Donc ça fait que même si on est sur le terrain la plupart du temps, on est poussé quand même à faire l'effort académiquement pour avoir des bonnes notes. Ouais, il y a un truc aussi qui est incroyable, je trouve, aux États-Unis, c'est-à-dire que quand tu es un athlète, pour moi, ce qui se passe pas en France, tu es protégé en fait par rapport aux professeurs. Enfin, moi, je sais que quand on partait en tournoi, ils étaient vachement tolérants sur ok, tu fais l'examen quand tu reviens, même si t'as pas des bonnes notes ou tu t'es un peu foiré sur un examen, ils disent ouais, ok, vas-y, tiens, repasse-le. Enfin, on est vachement protégé et je trouve ça incroyable. Le fait d'être athlète là-bas, t'es une superstar, quoi. Est-ce que tu peux nous démystifier le mythe en nous disant la classe que tu as failli fail? Le F, la note du coup rédhibitoire, quoi. C'était classe économique et en fait moi je voyais ça que dans les films, tu vois, les films où le mec il a un F là entouré en rouge et en fait c'était un examen hyper dur, tout le monde était en stress et on va chercher notre copie au professeur. Et là, je vois un énorme F sur la classe, sur le papier. Je me dis non, c'est pas possible. Et d'ailleurs, j'ai raté la classe. J'ai dû la repasser, ouais. Pour valider une classe, c'est quoi? Faut avoir un C minimum, non? C'est pas ça? C'est ça. Ouais, un C. 2.0 du coup. Un C. Non, c'est un C. T'as raison, tu peux valider avec des... Il le sait. J'avais eu un paquet de D in extremis. Je te le dis que D, c'est bon. B-. Tu peux, moi c'est ce que j'ai fait quand je me suis pris le F, en fait, je me suis dit ça va me descendre tout le GPA. Et donc en fait j'ai drop. Donc j'ai arrêté la classe et je l'ai repris l'année d'après. Parce que du coup je savais que si je continuais, j'allais me prendre un D et bam, le GPA, ciao quoi. Moi j'étais allé voir ma prof de business calculus, je lui avais dit voilà, je suis dans l'équipe de tennis, je galère un peu, est-ce que vous pourriez me la passer en C? Elle dit non. Et moi j'avais pas drop, j'avais été convoqué par le coach qui m'avait dit it's unacceptable, enfin la totale quoi. Une classe tous les deux que vous avez fail ou presque fail? Sur ma première année, premier semestre, Human Heredity. Et généralement aux États-Unis, c'est les QCM, donc même si tu connais pas la réponse, tu peux t'en sortir. Et celle-là, cette folle, moi je l'appelle, c'était une folle. Elle voulait qu'on rédige tout à la main. Et j'ai paniqué. J'ai dû trouver des astuces, voilà, pour passer la classe. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je dirais que pareil, c'était la première année, mais c'était en géologie. Donc, en fait, on fait de la géologie, on fait un peu des cours sympas, comme hérédité, justement. Et en fait, moi, ce qui m'a sauvé, c'est les labos, en fait. Parce qu'en fait, oui, il fallait rendre des copies, etc. C'était compliqué, surtout avec l'anglais au début. Mais en fait, les labos, avec les cas pratiques, etc., ça m'a aidé à passer la classe. Et même si j'avais eu, je crois, C, un truc comme ça, au final, ça se rattrape avec les autres cours. Mais voilà, ça se lisse sur le bachelor.
Alex, la classe que t'as failli fail, et puis après enchaîne sur la next card. No comment. Joker. Joker. C'est vrai, t'as fait voir. Ah non, merde, c'est pas le Joker. C'est pas grave, Joker quand même. Je suis actuellement coach sur les circuits WTA et ATP. Donc j'ai fait 3 ans en université américaine, donc 2 ans à Florida International et 1 année à San Diego State. Et depuis pas très longtemps, du coup, je suis coach sur le circuit. Voilà, j'ai décidé de revoyager, d'être un petit peu plus sur le circuit. Peut-être qu'un jour, je retournerai sur le circuit universitaire, mais voilà, pour l'instant, je voyage avec un joueur sur l'ATP et une joueuse sur le WTA, Calvin Emery, pour les garçons, et Yasmine Kabaj pour les filles. Donc voilà, c'est mes 2 petits projets. Next one. Next one. J'ai couru mon premier marathon en moins de 3 heures. C'est pas moi. Pourtant, j'aimerais bien. Qui est la machine autour de la table là? L'animal. Comme je disais tout à l'heure, Aurélien Tavé, qui était un de mes coachs avec qui j'ai eu une relation assez extraordinaire, m'a dit un jour, tiens Mathieu, moi le mec courait tout le temps, tous les matins avant les entraînements. Et un jour je vais courir avec lui, il me dit, tiens Mathieu, moi je fais un semi-marathon là en novembre, est-ce que tu veux pas venir le faire avec moi? Donc j'y suis allé. Finalement j'ai bien aimé. C'était un peu long, un peu douloureux, mais finalement voilà. Et puis en fait il m'a fait prendre goût à ça un peu aussi, pour un peu parfois relâcher un peu la pression quand on enchaîne les matchs et tout, qu'on fait beaucoup de tournois. Moi ça m'aide un peu à me vider la tête. Et puis donc au final lui il m'a dit, ouais là j'ai fait mon premier marathon, et au final je suivais un petit peu ce qu'il faisait. Je me dis bah tiens, je vais faire pareil, je vais essayer de faire un marathon. Et au final j'ai fait celui de Paris là cette année en 2024. En fait, comme lui, pour son premier marathon, avait fait 2h55, je me suis dit, bon, faut quand même que j'essaie de faire un bon temps. Et au final, au fond de moi, je voulais essayer de faire quand même moins de 3 heures, même si je savais que c'était pas simple. Au final, c'est passé en m'entraînant un petit peu avant. 2h58 au final. Donc vraiment, le but, c'était de faire juste en dessous de 3 heures. Je sais qu'en plus, mon coach me disait, si tu fais moins de 3 heures, c'est qualificatif pour Boston. Donc je me suis dit, bon, bah, ça fait un petit objectif sympa, et puis ça me permettait de déconnecter un peu aussi du tennis. C'est l'allure à combien? 4,14. Et la vitesse? Ça fait 14, un peu moins de 14,5 on va dire. Moi je suis vraiment le vilain petit canard autour de la table parce que j'ai fait le marathon de Paris en 4h27. Salut. Là on met un gros bruitage de ouh. Je l'ai fait en marche arrière. Tu t'arrêtais post-café, Tennis légende, c'est ici. Je finis les autographes moi les gars, c'est bon. Il faut pas te laisser malmener comme ça par Tristan, parce que ceux qui n'ont pas fait de marathon ne savent pas ce que c'est. J'ai fait mon premier en début d'année à New Delhi. Effectivement, je suis pas encore à ton temps. D'ailleurs, je te remercie encore. Hein. Tu m'avais fait du bien. Hein. L'explication pour Matt, quand je l'ai félicité pour son temps à Paris et que je lui ai dit que c'était mon objectif un jour de passer comme lui sous les 3 heures, il m'a tout simplement dit, t'inquiète Alex, tu sais, on n'a pas le même âge. Donc merci. Mais ça reste dans un coin de ma tête, ça va me motiver pour te montrer que l'âge ne jouera pas. Je reste au moins de 3 heures. Et c'est d'autant plus impressionnant de sa part parce qu'il est vegan et du coup à manger des courgettes et des brocolis, c'est très très fort. Félicitations. Next card. Incroyable qu'il ait placé ça. Non, je préfère ça que l'anecdote à Oklahoma State. Je vis actuellement aux USA, Miami, grâce à un OPT. What is the OPT? Du coup, l'OPT, c'est quand tu as fini tes études. Donc, on te donne l'opportunité en fait de travailler après tes études, donc aux US. Et donc, ça dépend du master que tu fais. Si tu fais un master business, tu as 1 an d'OPT. Donc, tu as 1 an pour travailler aux US. Et moi, j'ai fait en sciences. Et du coup, j'ai 3 ans. Donc, c'est pour toutes les personnes qui veulent rester aux États-Unis, en fait, bah, c'est ça qui est hyper... En fait, on n'y pense pas quand on arrive. Mais quand on commence à finir, on se dit oula, il y a l'horloge qui tourne et en fait on veut rester aux États-Unis, donc il faut trouver une solution pour gagner du temps et trouver un visa qui nous permet en fait de rester là-bas. Donc voilà, c'est une opportunité pour moi d'avoir 3 ans, ça me laisse du temps et voilà, de trouver un job et trouver peut-être la green card, j'espère. Voilà. Donc C'est combien de temps la green card pour l'avoir?
Pour avoir la green card, ça dépend du visa que tu fais. Il y a le visa avec la compagnie, H1V, ça c'est 5 ans. Et moi, je vais essayer de le faire avec le paddle. Voilà. Le paddle. Je vais essayer de faire pro paddle. Ah, énorme. Ouais. Donc, donc je vais avoir 3 ans avec ça. Et après, je peux avoir la green card. Okay. Parce qu'au tennis, c'est un peu plus compliqué, il y a plus de level. Mais le paddle, c'est en train de grandir aux États-Unis et en fait, c'est plus facile. Donc, nouvelle carrière, voilà, si tu veux envoyer des joueurs paddle. Il va falloir que ce soit NCA, c'est pas encore le cas. Dernière. J'ai un bijou à vous montrer. Qui c'est qui a un bijou à nous montrer? Allez, ça part sur le bijou. Je vais vous le montrer, en fait, c'est quand on gagne la conférence. Donc la conférence, c'est le dernier tournoi de l'année. Si on gagne, on a le droit à une ring, donc une bague. C'est assez mythique parce qu'en fait, moi au début, je pensais que c'était un petit truc, une petite bague avec un symbole, mais en fait non, c'est énorme comme truc. Alors, donc ça ressemble à peu près à ça dans la boîte, et je vais la sortir parce que c'est juste énorme le truc. En fait, c'est énorme le truc, c'est floqué avec la conférence. Du coup, nous c'était Southland. On a même le nom de famille, je sais pas si on voit. Et donc, quand on a reçu ça, ça a pris quelques mois, mais c'était... Voilà, c'est un souvenir que je garderai toute ma vie. Je pense à Julie qui en a aussi. Est-ce que je la mets de temps en temps? Non, parce que c'est vraiment énorme. Je me dis c'est un peu too much. Et toi, Julie, parce que ça, c'est la bague de conférence, mais toi, tu as gagné la bague encore au-dessus. Et tu en as gagné 3. J'en ai gagné 3. Donc, du coup, là, c'est conférence. Mais moi, j'ai gagné donc, les nationaux, qui est le final tournament des US. Et elles sont au coffre-fort, voilà, exactement, en Bretagne. Comme ça, au moins, je suis sûre personne ne les trouve, tu vois. Mais ouais, donc c'est le plus... t'es numéro 1 de la nation, donc c'est quand même incroyable. Et en fait, ce qui est cool, c'est que tu peux faire le design que tu veux. Je sais pas pour vous, mais nous, on pouvait choisir vraiment la couleur, le symbole de l'équipe, la mascotte, et après, tu as ton nom à côté. Alors moi, c'était compliqué, Reza Findranali, mais ils ont réussi à le mettre. Je crois qu'Alex a gagné un truc aussi, pas mal. Ouais, en fait, quand t'es un loser et que tu perds 2 fois en finale de la... Non, mais il faut avoir un peu d'autodérision et un peu d'honnêteté. Quand tu perds 2 fois en finale de ta conférence et qu'une fois, c'est toi qui perds le fameux clinch, du coup, au moment de graduer, tu commandes ta petite bague de graduation et puis, du coup, t'as une bague aussi un peu plus petite, mais c'est ta... Tu peux la montrer. Je vais la montrer quand même. Mais t'as gradué pour de vrai maintenant, on est off là. T'as gradué? T'as 3 diplômes parce que il a un double bachelor, dis-nous. J'ai fini avec 3 diplômes, donc 2 bachelors, un en marketing, l'autre en management et un master's dans le management du sport. Pour un gars qui avait du mal à valider ses matières au départ. 3 bagues tu pourrais avoir si tu t'achetais les bagues de graduation. J'échangerais mes diplômes contre des bagues, je vous le dis. Voilà. Je crois qu'on a terminé les cartes, mais petit tour d'horizon sur la plus grosse fiesta que vous ayez pu faire aux US. Qui veut commencer? Je peux y aller si vous voulez. Alors, je vais la faire en 2 temps. On avait, moi c'était une petite ville, petite université, mais 10 000 étudiants. Toi, tu disais 15 000. Finalement, c'était pas si loin. Et donc, il y avait une seule boîte qui s'appelait Porsche à l'époque. Avec Aurélien Tavé, ton ancien coach / mentor, on avait fait un paquet de bringues. Au départ, t'as les grosses croix noires parce que t'es underage. Et donc, on allait tous les week-ends à Porsche. Tu découvres un peu la vie. Moi, j'avais 17 ans quand je suis arrivé. Et alors, forcément, plus grosse fiesta, c'était Panama City, Spring Break en Floride, où là, tu rencontres des jeunes qui sont partis de Chicago, qui ont fait 30 heures de bagnole pour venir, où tu te laves les dents à la bière, de manière assez basique, et jusqu'à 14h, tu bois sur la plage. J'avais jamais fait ça, moi, avec des Brésiliens. De 14h à 18h, ça passe à la vodka. À 18h, ça part en boîte. Bref, quand je suis rentré de Panama City, je crois que j'ai pas fait la fête pendant 2 mois. Donc là, j'étais vacciné. Qui dit mieux? Nous, c'était pareil, c'était pour Spring Break. On était partis, on était au Texas, donc c'était un peu comme Panama City, mais du coup, nous, on était allés dans le sud du Texas, limite Mexique, à South Padre Island.
Du coup, justement, on avait dû trouver un subterfuge pour dire au coach pendant spring break, parce qu'après, on avait des tournois quelques jours après, pour dire qu'on allait voir des copains à San Antonio. Finalement, on était partis dans le sud. Et là, c'est pareil, on est arrivé. Et en fait, bar sur la plage, sur toute la longueur de la plage, avec une piste juste derrière. Et pareil, on buvait sur la plage comme ça. Et même pour des gens comme moi qui buvaient pas tant que ça, finalement, en effet, il y avait une telle ambiance que pendant 2-3 jours, en fait, on avait dormi le moins possible, ça finissait dans la mer après. Et puis, petite anecdote, après, on était rentrés. Et en fait, on était tous malades. Et donc, en fait, le but, c'était on faisait tous semblant d'être corrects, mais en fait, on arrivait à l'entraînement, on était malades. Donc, on toussait pas trop fort, mais en fait, les coachs, ils savaient. Les coachs, ils ont été comme nous. Hein. Ils savaient très bien qu'il s'était passé quelque chose. Alors, ils savaient juste pas qu'on est... Ils se sont dit, ils sont allés à San Antonio, mais bien, quoi. Et au final, même après, on a eu 2-3 matchs qui étaient des bonnes universités. Donc, en fait, on avait perdu les 3 matchs, mais même en étant en forme, on aurait pu les perdre. Mais le coach a bien vu qu'on n'était pas en forme. Et donc, il nous avait convoqués dans son bureau au bout du 3e match. Et il avait cassé une chaise. Donc, il avait cassé une chaise avec ses phalanges et il saignait des phalanges. Je me souviens, c'était Steve. Notre coach, c'était un malade, mais il avait un grand cœur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Donc, et comme toi, j'étais un peu vacciné des soirées parce qu'on a tous été malades pendant une semaine, voire 2. Donc c'était quelque chose. Je sens que Tristan Méraud ne peut pas tout raconter, mais il va quand même nous raconter quelque chose. Ouais, donc c'était pas la plus grosse soirée que j'ai faite parce qu'elle a fini d'une manière plutôt inattendue, mais quand Alex est venu nous voir me voir à Oklahoma State, avec Romain d'ailleurs, pour faire un petit reportage sur Oklahoma State, présenter ma vie à l'université. J'avais un coéquipier allemand qui lui a lancé un challenge au Fireball. Et qui allait pouvoir... Fireball, c'est un rhum un petit peu arrangé. Et M. Bernard n'a pas tenu la soirée. Et moi, elle était très marrante cette soirée. Et des soirées comme ça, il y en a eu beaucoup d'autres. On avait joué le kick-off week-end avec Kentucky pour se qualifier pour les National Indoors. On a joué le samedi après-midi et ils sont partis que le lendemain. Donc du coup, le samedi soir, je connaissais 2 Français. Et du coup, on les a invités à faire le pre-game et à sortir avec nous. Et donc, du coup, on avait compete sur le court, mais on compete aussi en dehors. On faisait du beer pong. C'était vraiment énorme. On était 60 dans une maison. On se marchait dessus. Ouais. Et ils sont arrivés en retard à l'avion. Et le coach, pendant une semaine, c'était workout à 5h du matin pour les faire... un petit peu regretté d'être sorti en plus avec les gars qui les ont gagnés, quoi. Voilà, c'était mes petites anecdotes. Julie, régale-nous. Du coup, vous dites que vous êtes venu en Floride, mais moi j'y étais déjà. Donc du coup, nous c'était, je pense, la plus folle, c'est mon premier semestre, quand on a gagné les conférences, avec toute mon équipe, on était avec le t-shirt winner, on était folle et tout. Et du coup, on est rentré à l'Univ, on a commencé à boire sur les balcons du campus. Donc on était bien mortes et en fait j'ai une pote qui avait un délire chelou, c'est d'aller en boîte à 4 du mat, même à 5 du mat. Et sauf que nous à minuit ou 1h on était déjà mortes et en fait moi je suis partie me coucher et en fait elle me réveille à 4 du mat, vas-y elle met la musique dans la chambre, elle me dit allez c'est parti on va en boîte. Je fais attends meuf là il est 4-5 du mat, moi je vais nulle part. Elle a réussi à me motiver et en fait on est parti en boîte, on est resté jusqu'à midi. On est revenu l'après-midi et en fait le soir on devait rencontrer en fait c'était n'importe quoi, jamais vu. C'est Miami, donc là c'est un autre délire. Et le soir on devait rencontrer en fait le directeur de l'Univ pour qu'il nous dise bien joué, vous avez gagné les conférences, tout ça. Et moi j'étais avec les lunettes de soleil, je suis en mode ouais super, j'étais éclatée. Donc non, c'était vraiment bien pour une soirée d'après championnat, c'était stylé, mais ouais, éclaté. Pour partir aux États-Unis, faites. Le lien en description.
Alex, toi, tu peux nous partager une soirée de l'époque peut-être ou rebondir? Non, je constate que les plus sérieux finalement tombent malades ou alors font WO contre un Allemand en début de soirée très tôt. Voilà, c'est parce que on n'avait pas l'habitude, Matt et moi, on n'était pas à Miami ni à Oklahoma State. Non, sérieusement, déjà tout ce qui a été raconté là, vous aviez plus de 21 ans, donc du coup c'était complètement légal, j'imagine, aux États-Unis. Ce qu'il faut savoir, évidemment, ça fait partie de la vie des étudiants de faire des soirées. C'est logique, je pense pas qu'il y ait de jeunes ni de parents. Tous les parents ont aussi eu 18, 19, 20 ans. Donc en fait, on le sait ça. Et je pense que c'est bien aussi quand on tombe dans des universités où les coachs comprennent ça. Et après, il faut le faire de façon assez intelligente. Quand on fait des soirées, essayer de les faire plus tôt. Parce que forcément, les étudiants, on va dire classiques, qui ne sont pas athlètes, peuvent faire la fête toute l'année. Il n'y a pas de conséquences. Ils ne sont pas sur un terrain le lendemain. Pour les athlètes, il vaut mieux le faire pendant la pré-saison. Pas tout le temps non plus, pas trop exagéré. Voilà, donc tant que c'est plutôt bon enfant. Moi, mais j'ai des très bons souvenirs de soirées d'Halloween, notamment, dans les fraternities, sororities, dans le sud. Il y avait des soirées vraiment sympas. Mais c'était pas Miami. Je veux dire, sur les soirées, c'est important quand même de dire que, certes, là on raconte des trucs, mais ça reste assez anecdotique. Quant à la discipline en fait qu'on doit avoir là-bas, surtout en tant qu'athlète, on est obligé de, comme disait Alex, on est sur le court souvent, pas forcément le lendemain, et justement c'est pour ça qu'on essaie de s'arranger justement de sortir quand il n'y a pas de tournoi ou il n'y a pas de rencontre, mais voilà, la plupart du temps, en fait, on a une hygiène de vie qui reste excellente quand on est là-bas, quoi. Mais oui, parfois, en effet, le cadre fait que on est amené à vivre des choses comme ça, des soirées, des trucs assez impressionnants. Moi, c'est ce que je trouve cool en interviewant des joueurs sur le circuit qui sont allés en université aux États-Unis, c'est que c'est des gens qui ont vécu des choses. Et merci en tout cas d'avoir pris tous le temps de nous partager vos anecdotes, vos souvenirs, nous avoir fait voyager. Merci Alex, c'était très sympa. Et puis félicitations pour avoir envoyé déjà plus de 300 personnes de 30 pays différents depuis 10 ans. Je crois que tu fêtes tes 10 ans en 2024. Est-ce que tu as un petit mot de la fin peut-être ? Ouais, le petit mot de la fin, je pensais tout à l'heure quand vous discutiez de tout ça, là on a des profils effectivement quand même assez forts, 0 au moment du départ, -2, -4, -15, comme on le disait lors du premier épisode, c'est accessible aussi dès qu'on rentre en seconde série, à partir de 15, 5, 6, 4, 6, il y a beaucoup de divisions, beaucoup d'universités, donc il y en a pour presque tout le monde, et il faut aussi comprendre que ce qui est important avant tout, et je pense que vous pouvez en témoigner tous les trois, c'est d'être dans une université qui est à son niveau. Parfois, les joueurs et joueuses ont envie d'être dans une université avec un nom assez ronflant, peut-être pour se la raconter ou j'en sais rien, mais en attendant, c'est difficile des fois quand on vise un peu trop haut et qu'on se retrouve dans une université où on joue pas, où on est sur le banc, ou alors on a beaucoup de pression et du coup, c'est important de viser quand même une bonne fac avec une bonne équipe pour que ce soit compétitif, qu'on s'amuse, qu'on progresse, mais c'est bien aussi de trouver le juste milieu. C'est évidemment mon travail d'aider à ça, mais c'est un message que j'essaie de faire passer souvent aux jeunes. C'est aussi intéressant financièrement, forcément, parce que si on veut une bonne bourse, on a intérêt à pas non plus être sur le banc de touche, sinon on n'a pas grand-chose. Mais voilà, trouver le juste milieu. Top, merci beaucoup Tristan, bonne continuation sur le circuit. Merci beaucoup, à très bientôt. Matt, à HEC. Merci beaucoup. Julie, Merci beaucoup. continue d'avoir des trophées toute ta vie. Ouais, exactement. Et Alex, merci pour ton temps. Merci Max, c'était très sympa. Merci à vous tous les trois, tous les quatre. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.